Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, je vous présente la clé diagnostic PID chez l'adulte qui est actuellement encore en cours de réalisation avec un groupe de travail constitué du professeur Usulan, du docteur Traclet, du docteur Hamad et de moi-même. Donc, l'historique, vous l'avez eu sur cette clé du diagnostic, je ne connaissais pas avant qu'on me contacte pour y participer. Les pas à pas de pédiatrie, les clés avec la FA-Idioser et puis un outil qui est devenu transfilière avec ce but qui vous a été rappelé de réduire l'errance diagnostique principalement. Et exercice qui finalement, comme ça vient d'être souligné, n'est pas du tout facile quand on commence à y participer en se demandant ce qu'on va bien pouvoir mettre dedans sans être trop précis, sans avoir non plus l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Avec ces objectifs de cibler un signe clinique classique de mode d'entrée, guider une prise en charge sur les soins primaires et orienter vers un diagnostic de maladie rare et le bon expert. Donc le déroulement idéal, c'est la rédaction par le groupe d'experts et la relecture par des médecins de ville de ce qu'on nous avait signifié, avec un mail de sollicitation qui nous invite, une réunion de mise en place, et puis on rédige la clé et on met en forme. Ça, c'est la vie idéale. Et ça nécessite de la part de la filière, et on nous prie de nous excuser, beaucoup de rappels et de relances par mesdames Lustrément et Sari Assoun, qui se sont épuisés à nous demander de bien vouloir renvoyer cette dernière. Donc la cible, on nous a demandé les médecins généralistes, les médecins de ville, plutôt effectivement généralistes que pneumologues de ville. On s'est posé la question, quel mode d'entrée pour les PID? Le symptôme, bon bah... dyspnée, tout. Bon, ça nous oriente pas beaucoup, effectivement, ça oriente pas grand monde. Les scanners, on a beaucoup de patients qui nous sont adressés parce qu'il y a eu un coroscan, il y a eu des coupes abdos avec des coupes thoraciques basses où on voit du syndrome interstitiel ou de la fibrose, et c'est mis dans le compte-rendu. Prendre avis pneumologique, donc le médecin traitant nous l'adresse, on ne voyait pas bien comment commencer les choses. Et puis on s'est dit, est-ce que déjà, en fait, il ne nous les adresse pas de plus en plus rapidement, puisqu'il y a quand même de la sensibilisation, de l'information, de la DPC, qui sert à éviter justement cette errance diagnostique. Alors on avait fait un premier travail où on avait utilisé ces différentes circonstances de découverte qu'on avait évoquées, avec du coup les rappels de l'interrogatoire, l'examen clinique, les examens complémentaires, qui seraient intéressants de faire par le médecin généraliste, éliminer les grandes choses dans les PID aigus avec l'insuffisance cardiaque, les causes infectieuses, causes néoplasiques, réorienter si besoin, et puis demander le scanner en coupe fine, et finalement assez vite orienter vers le spécialiste et les centres de référence. Mais le problème, c'est que, comme ça vous l'a été dit, il y a une réadaptation à faire de ces clés avec la nécessité de les convertir en code informatique et d'avoir une progression logique pas à pas. Et on nous a demandé de retravailler sur cette clé avec un signe d'appel clinique premier qui était la dyspnée et un algorithme, s'il y a du A et du B, alors on est sur une suspicion de maladie rare et il faut adresser derrière en centre de référence. Donc la clé actuellement, la voici. Donc là, c'est encore sous forme d'algorithme. Le but, ce sera de finir selon la présentation que vous avez vue précédemment. Et on part donc de la dyspnée avec la première question que vous avez vue, s'agit-il d'un enfant ou un adulte? Et puis derrière, un rappel de ce qu'on attend sur l'interrogatoire et examen clinique initial, à laisser ou non. L'idée est d'en rediscuter avec vous et de voir quel peut être l'intérêt et les possibilités d'amélioration de cette dernière. Ensuite, devant une dyspnée, la première question, ça a été l'aigu ou chronique. Donc, si on part sur l'aigu, finalement, la place du médecin généraliste, ça va être de très rapidement voir les signes de gravité et adresser aux urgences si nécessaire. En mettant quand même une attention particulière aux patients pour lesquels une PID est déjà connue, puisqu'on a souvent ce cas de patients qui commencent à aller moins bien, qui ont une dyspnée qui s'aggrave, qui montent seuls l'oxygène à la maison, ils voient leur médecin traitant, une bronchite est traitée, une deuxième ligne d'antibiothérapie est mise, et puis finalement, on rate l'exacerbation. Donc, ce rappel sur attention, dyspnée qui s'aggrave de manière aiguë chez un patient avec une PID, attention à l'exacerbation, rapidement scanner et rapidement contacter le pneumologue en lui demandant s'il ne peut pas le voir et se poser cette question d'exacerbation. Donc c'est ce qui nous paraissait important de souligner sur le côté aigu. Sur le côté chronique, finalement, on est reparti sur les choses classiques, l'orientation diagnostique et l'interrogatoire.
des grandes orientations simples sur la première consultation, vers l'anémie, vers une cause cardiaque ou vers une cause respiratoire, en réorientant éventuellement avec des examens paracliniques. Et puis sur le respiratoire, il y a des algorithmes déjà connus sur la prise en charge de la dyspnée. Est-ce que l'auscultation pulmonaire est normale? Est-ce qu'il y a des sibilants? À ce moment-là, ça s'oriente peut-être plus sur de l'asthme, de la BPCO, etc. Ou est-ce qu'il y a ces fameux crépitants secs? Et là, ça nécessite bien sûr que le médecin traitant puisse se réaccaparer ce temps d'examen clinique qui, malheureusement, sur des consultations de 7 minutes, est des fois difficile, mais réinsister sur cette valeur prédictive positive des crépitants sur la fibrose, par exemple, et puis que rapidement les choses soient orientées vers un scanner en coupe fine et adressées derrière aux spécialistes. Si l'auscultation est normale, la radio ou l'imagerie, en tout cas, peut des fois réorienter. Alors, rapidement, là, c'est mis d'orienter vers les centres experts. On sait aussi que, de toute façon, les filières de soins vont nécessiter aussi la participation des médecins de ville, des pneumologues de ville. Donc, ça peut être aussi ça soumis à discussion et réarrangé. Encore une fois, elle est en cours d'élaboration. Voilà, donc on est en attente de vos commentaires parce que l'exercice, comme je vous disais, n'est pas simple du tout. Et on attend vos remarques pour pouvoir l'améliorer et puis la soumettre à la relecture. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ces clés du diagnostic? Oui, Isabelle. C'est juste pour rebondir parce que on a commencé avec des clés qui étaient un peu inspirées des pas à pas, donc c'était assez facile parce qu'on avait l'arrière-pensée de partir d'un signe clinique et d'éliminer des choses assez fréquentes et puis d'aboutir sur des diagnostics de maladies rares, et en particulier la fièvre trop fréquente chez l'enfant. C'est typiquement le genre de démarche diagnostique qui était facile à construire. Et puis on a eu une clé qui nous a demandé beaucoup plus de fil à retordre, qui est l'uvéite, qui est déjà pas tout à fait un signe clinique, donc on a beaucoup discuté dessus. Mais je pense très sincèrement qu'une fois que l'effort est fait et la démarche est faite, je pense que c'est vraiment utile. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va demander aussi aux médecins généralistes, au bout d'une année du site internet, de faire une évaluation pour savoir comment est-ce qu'on peut optimiser et si ça sert à quelque chose. Mais jusqu'à présent, les personnes semblent quand même bien s'en servir et je pense que ça peut aider. En tout cas, les retours au congrès de médecine générale étaient quand même très enthousiastes. Donc c'est juste pour vous donner un peu du baume au cœur et du courage, parce que je pense que vraiment ça sert à quelque chose. Merci. Je voulais vous féliciter pour le travail, c'est très impressionnant ce qui a été fait. Je me posais la question, pour connaître un peu la médecine générale dans mes proches, comment vous allez communiquer auprès des médecins généralistes? À quel moment ils vont se dire au milieu de leur consultation, c'est 40 malades par jour actuellement, hein, je vais aller sur le site internet, et à quel point un signe général comme l'essoufflement, quelque chose qui est très général, va faire je vais sur internet pour regarder ça et aller vers une maladie rare. Et ça, le pas, à mon avis, l'outil est super, mais le pas me semble extrêmement difficile pour connaître le quotidien des médecins généralistes. C'est effectivement ce qui nous semblait au sein du groupe quand on en a discuté. Et en se demandant si vraiment ça avait un intérêt. Alors j'ai le retour comme quoi effectivement ils trouvent ça utile. Après je pense que ça va être effectivement aux filières de communiquer dans la formation continue et de dire il y a cet outil qui est accessible, et que si un jour un médecin traitant a des crépitants secs, etc., puisse éventuellement se poser la question et voir ça secondairement, quitte à réadresser un peu le patient par la suite. Je vois ça comme ça. Mais effectivement, au décours d'une consultation, on sait très bien qu'il y a plein de médecins G qui renouvellent des ordonnances ou qui prescrivent sans avoir le temps. Et je comprends l'inquiétude quand c'est des enfants où ils sont des fois un peu plus perdus et trouver les informations, c'est un peu plus rare. Mais c'est vrai que la dyspnée, par exemple, en consultation générale, c'est le quotidien, quoi. C'est un peu difficile, quoi. Bien sûr, je vais essayer de répondre en complémentaire et en deux temps. La première, c'est que pour la diffusion, on a beaucoup communiqué au congrès de médecine générale, premièrement, et deuxièmement, il y a un partenariat des enseignants de médecine générale qui relisent les clés. Donc je pense que c'est quelque chose qui va permettre aussi que les collègues de médecine générale soient au courant. On était en train de se poser la question d'utiliser cet outil aussi comme outil de formation. Oui, mais c'était ma deuxième question. Ça, c'est un peu différent. Comme outil de formation, je pense que c'est un moyen de faire connaître aussi au sein des universités, dans l'enseignement de médecine générale. Ça peut être des choses qui peuvent faire connaître l'outil pour après les médecins généralistes qui vont arriver, entre guillemets, sur le marché.
Et après, pour l'utilisation d'un médecin généraliste en consultation, il ne va pas le faire à chaque fois qu'il voit une dyspnée en consultation. Mais par contre, s'il a un patient qui lui pose problème, qui lui donne du fil à retordre, le fait de connaître ce site internet, il va y aller en disant mon mode d'entrée, j'arrive pas à savoir ce qu'il a. Il n'a pas, je sais pas, un truc fréquent qu'on retrouve en consultation, mais son mode d'entrée, il a entre autres une dyspnée. Je vais regarder si ça peut pas me mener vers une maladie rare et est-ce qu'il faut pas que je l'adresse. C'est plus pensé comme ça, mais pas comme. Faut qu'il ait déjà pensé maladie rare. C'est ça un peu la difficulté qu'on a actuellement, parce qu'il faut qu'il ait déjà pensé à aller au problème maladie rare. En tant que patient, Guillaume, je voulais vous remercier et puis vous féliciter pour le travail et surtout vous encourager à continuer. Parce que nous, en tant qu'association de patients, on sait très bien effectivement que le retard du diagnostic, il est là. Il est très, très, très généralement chez le généraliste, effectivement, avec 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avant que la petite clé soit ouverte en disant, voilà, je vais envoyer vers un centre de compétences. Donc, moi, je vous encourage vraiment à continuer. Merci. À ne pas lâcher. Merci, Monsieur Fourier. Un commentaire, moi je suis pédiatre et j'utilise beaucoup, et les internes aussi, pas à pas. C'est devenu un réflexe. On sait que l'outil est là et puis c'est accessible sur Internet et on part du symptôme banal et on arrive à un diagnostic de maladie rare. Donc oui, il faut beaucoup de pub autour de ça. Merci. Merci beaucoup. On va clore cette première partie sur les observatoires du diagnostic et passer aux observatoires du traitement.